S'il y a une odeur, il va rêver pendant la guerre, il y avait des Allemands qui attaquaient avec du gaz, avec un effet d'odeur de citron, des choses comme ça. C'est vraiment l'interprétation onirique et complètement l'imagination débridée. Donc, le stimulus du réveil induit, du réveil, c'est bien ça, induit le réveil, évidemment, mais avec un rêve concomitant. Et donc, le rêve est quelque chose qui est obligatoirement au moment du réveil. Donc, alors déjà, le préjugé qui dit on rêve, tout le monde rêve forcément, même si on s'en souvient pas, mais on rêve. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Donc, on n'est pas forcément obligé de rêver. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, comme l'explique le docteur Jean Gauthier lui-même, nous avons au moment du réveil beaucoup de différences entre nous. Nous avons des physiologies très différentes. Nous avons des réceptivités endocriniennes très différentes. Nous avons des fonctionnements très différents, etc. On est tous uniques au monde. Et tout cela, au niveau du rêve ou du réveil ou du sommeil, est unique aussi. On a des fonctionnements qui sont identiques à chacun, peut-être, si vous voulez qu'on arrête pour les questions. Non, je regarde D'accord. passage. Eh bien, peut-être, mais nous avons les mêmes glandes, cependant, qui peuvent s'appliquer de façon différente chez chacun. Nous sommes d'accord. Alors, si donc, je ne sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu mon film, ça faillit, on va essayer de retrouver, ça m'arrive de temps en temps. On était au rêve. Voilà, que chacun voilà, il y en a qui rêveraient, d'autres qui rêveraient pas. Oui, voilà. Alors ça, c'est faux, parce que j'ai bien dit que le rêve, si on l'a, on s'en souvient, 9 fois, 9 sur 10, par exemple, parce que ça vient de se produire. Alors je ne vois pas pourquoi on ne s'en souviendrait pas. Et chaque fois que quelqu'un rêve, il dit « Ah, ce que je viens de rêver, j'ai rêvé ci, j'ai rêvé ça ». Mais dire que vous avez rêvé, mais vous ne vous en souvenez pas, c'est totalement gratuit. D'abord parce que j'explique que c'est le réveil qu'on induit chez quelqu'un qui induit le rêve. Je donne un exemple. J'avais un fils qui avait à l'époque 7 ans. Bon, maintenant, il est quand même beaucoup plus âgé parce qu'il est militaire et il est au Sénégal. Et ce garçon, mon petit Joseph, là, je le réveille et je le mets à peu près 8 à 10 secondes. Alors, ça va, 7 ans, ça dort. Hein. Alors, je suis là. Je prends une lampe électrique, d'ailleurs, j'ai dans les yeux, comme ça. Il était peut-être minuit, vous voyez, je le réveille, etc. Puis au bout de 8, 10 secondes, il finit par se réveiller. Et je dis, ah, tu rêves à quoi? Ah, il me dit, je rêve, on est sur la plage, le soleil était là, présent, on était sur le sable. Qu'est-ce que je conclus? On allait en Normandie en vacances souvent, on allait à la plage, l'enfant a interprété par sa mémoire ainsi que son imagination onirique le fait que le réveillant avec une lampe électrique dans les yeux, c'était pour lui le soleil de Normandie. C'est très curieux. Non seulement j'ai mis longtemps à le réveiller, mais j'ai induit moi-même le rêve. C'est évident. Avant, il ne rêvait pas. Pourquoi? Parce que quand on dort profondément, en tout cas quand on dort tout simplement, nous avons la thyroïde, on l'a dit, voilà pourquoi il fallait introduire, parce qu'on l'a dit avant, la thyroïde est en hypofonction. Elle est en bas du rouleau. Elle est dans les chaussettes, comme on dit. Elle n'est pas opérationnelle. On se régénère, on a perdu conscience, on n'a plus aucune sensibilité, on dort, et parfois même de façon comateuse. Comment expliquer qu'on pourrait alors, et surtout en pleine phase dite la plus profonde, c'est-à-dire la phase paradoxale, comment pourrait-on imaginer que pendant ce mouvement oculaire, on rêve? Alors que le rêve, ce n'est que la lecture neuronale par le lecteur thyroïdien, qui est comme le lecteur laser du CD, qui vient au moment du réveil, c'est-à-dire au moment où la thyroïde sort de sa léthargie, vient inonder, soit d'ailleurs le corps, le soma avant le cerveau, quelqu'un on dort pas, on ne rêve pas, mais si c'est au contraire, il y a une réceptivité particulière de l'organe cérébral à l'hormone thyroïdienne au moment du réveil, alors là, on a des rêves. La thyroïde vient relire des enregistrements passés ou des choses qui sont liées à des stimuli du moment, au moment du réveil, un oiseau qui chante, etc. On va interpréter, ça tombe dans l'oreille et ça finit par faire... Il y a de l'imagination aussi dans les rêves. Enfin, quand je dis de l'imagination, il y a des choses qui arrivent qui ne nous sont pas arrivées, mais qui nous arrivent dans le rêve. Ben, le rêve, c'est une lecture de tous les enregistrements, des millions sans doute d'enregistrements qui ont été produits, et qui
vient faire vibrer les neurones marqués ou codés d'enregistrements divers. La thyroïde, qui est une glande vitale et qui est très en affinité avec le neurone d'ailleurs, vient faire vibrer et vient rendre sur la rétine des images endogènes, c'est-à-dire l'œil est fait, que je sache, pour voir des objets extérieurs, mais là, ce sont des objets enregistrés qui viennent se reproduire sur la rétine. Ça s'appelle le rêve. Eh bien, ce rêve est impossible en phase paradoxale, parce qu'en phase paradoxale, nous sommes en plein sommeil. Donc on ne peut pas rêver, puisque le rêve est ce par quoi, je veux dire, oui, le rêve est ce par quoi je me réveille. Je me réveille au moment où je rêve, parce que le rêve est induit par la sortie de la léthargie hypnique. Donc je sors parce que j'ai un bruit, parce que je me réveille, et dans ce réveil, il y a le rêve possible. Et voilà pourquoi l'expérience est facile. Combien de gens m'en ont témoigné, dans mon entourage ou autre. C'est vrai que j'ai rêvé telle chose, c'est tout à fait en rapport avec le bruit que j'ai entendu, c'est tout à fait en rapport avec le moment présent. Et le cauchemar, alors, pour aller... Autre chose. Le cauchemar, qu'est-ce que c'est ? C'est un rêve désagréable au point Ouais. qui nous force justement à rentrer dans l'état de réveil brutalement. Il nous fait sortir brutalement du sommeil. C'est tout à fait l'exact. Mais qu'est-ce que le cauchemar ? Alors le cauchemar est pour les spécialistes du sommeil, le cauchemar est un rêve à part. Quelle est la raison ? Le cauchemar est un rêve douloureux bien entendu, parce qu'il est en rapport avec une douleur. C'est spécifique de ce rêve spécial. La douleur corporelle, une douleur. Prenons un exemple. Quelqu'un a une rage de dents. C'est très spécial. Il va souffrir de cette rage de dents. Il va s'endormir quand même. Ouais. Au bout d'un certain temps, parce que la douleur empêche de dormir. Parce que la douleur, j'espère que ça se comprend tout seul, la douleur est une excitation des nerfs sur un organe, il y a une sensibilisation par la thyroïde, glande et hormone de la sensibilité. Attention, le système nerveux n'est que le véhicule de la douleur, mais n'en est pas la cause. Encore une nouvelle donnée là. Cette douleur, rage de dents, va faire que pendant 1 heure, je suis mal à la dent, je suis fatigué, pourtant j'arrive pas, j'ai mal. Mais à un moment donné, il y a une monotonie qui s'installe, il y a une thyroïde qui descend quand même, on est fatigué. Donc la sensibilité à cette douleur va décroître. Donc on va pouvoir enfin s'endormir. Cette douleur décroît et malgré la douleur, on finit par s'endormir. On a mis du temps, mais on s'est endormi. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'à un moment donné, ça c'est subtil, hein, ça c'est des choses que ont peut-être 40 ans d'avance, ça sans doute. Hein. Je n'ai pas peur de le dire, mais franchement, on n'a aucune idée de ça. Il va se passer la chose suivante. C'est que cette hypofonction thyroïdienne, qui correspond à une insensibilité générale qui s'installe dans notre économie, puisque la thyroïde est la glande vraiment l'hormone de la sensibilité. Puisque cette hormone est dans une atténuation importante et qu'on dort, parce que la thyroïde s'est mise en hypofonction, on peut dormir. Il va se passer à un moment donné la chose suivante. La douleur qui s'est subjectivement arrêtée, mais objectivement continue, mais elle n'est pas sentie, puisque nous dormons. Quand donc le sommeil s'est écoulé pendant à peu près une demi-heure, 1 heure, arrive un moment donné où il y a, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est clair, il y a un différentiel qui s'installe entre l'insensibilité générale du corps, qui est due au repos hypnique, et au repos de la thyroïde finalement, et ce point douloureux des dents qui va permettre ce différentiel, c'est-à-dire une différence qu'il y a entre le point infectieux ou le point de douleur, qui va tout d'un coup réveiller la personne, parce que par différentiel, cette douleur n'étant pas arrêtée, elle continue, mais on est endormi, du coup on ne la sent plus. Mais à un moment donné, elle va se manifester parce que
la différence qu'il y a entre ce point douloureux et l'endormissement va faire qu'à un moment donné, on va la sentir dans le réveil. Ça va réveiller la personne, elle va sortir de son sommeil, et comme le rêve, c'est l'interprétation onirique, donc, des images, au moment du réveil, nous nous réveillons par cette douleur, avec l'impression d'amplification, avec comme si on nous mettait de l'eau brûlante dans la bouche, que sais-je, n'importe quoi, mais quelque chose qui est en rapport avec cette douleur. Donc le cauchemar est spécifique d'une douleur corporelle et elle se situe de toute façon en dehors du sommeil paradoxal. Et ça, les scientifiques du sommeil le savent, ce n'est jamais un sommeil paradoxal. Ils ont constaté, même si le rêve n'est pas en phase paradoxale, ils pensent que oui, mais moi je dis non, mais de toute façon, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le cauchemar se situe bien avant. Parce que le sommeil paradoxal se situe 1h30 après, grosso modo, tandis que le sommeil du cauchemar se situe vers une demi-heure à 1 heure après l'endormissement. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'est que le cauchemar. Oui, parce qu'il y a aussi donc des phases, parce que alors ça c'est le truc, on nous a toujours expliqué qu'il faudrait avoir un cycle de sommeil qui soit de 1h30 au départ, et puis ensuite par tranche de 1 heure. Alors, c'est quoi, si vous voulez, légende urbaine? À partir du moment où les interprétations sont fondées sur des hypothèses qu'on a entérinées depuis 70-80 ans, qui sont exactes, les phases sont exactes, mais à partir du moment où on n'a pas la clé du sommeil, bon, je dis ça très modestement de toute façon, eh bien, on va pouvoir évidemment interpréter plein de choses. On va dire des choses pas fausses. Par exemple, quand on dit le sommeil avant minuit est plus réparateur que celui qui est après. Pourquoi pas? Je n'ai rien à dire, mais c'est une expérience. Disons qu'on l'a observé. Bon, ça encore, c'est rien à dire, mais tout le reste, vous voyez, c'est sujet à caution. Pourquoi? Parce que on n'a pas une synthèse du problème du sommeil. D'abord, on croit que c'est le cerveau qui en est l'origine. Déjà, quand on a une prémisse de ce genre, on peut penser déjà qu'on est dans l'erreur. Et est-ce que aussi, je voulais vous demander, les personnes, parce qu'on sait qu'au niveau on va dire des individus, on a tous justement des temps de récupération différents. Il y a des personnes qui ont besoin de très peu de sommeil, d'autres beaucoup de sommeil. On l'a tous constaté, voilà, des gens autour de nous, il y en a, ils n'ont pas besoin de dormir beaucoup, ils dorment très peu, et d'autres au contraire, il leur faut de longues heures. Ça dépend de facteurs tout à fait personnels, c'est tout à fait exact. Il y a des gens qui dorment que 4 heures, par exemple. C'est extraordinaire. 4 heures leur suffisent et ils sont en pleine forme. Voilà. Ça tient à des facteurs, encore une fois, personnels, qui tient à leur capacité de récupération, à une caractéristique de leur glande thyroïde, accompagnée peut-être par la surrénale, par d'autres glandes. L'hypophyse, par exemple, une glande de résistance physique. La surrénale est une glande de combativité et de tonus musculaire. Enfin, tout ça doit certainement jouer, mais c'est tout ce qu'on peut dire. On constate le fait que des gens ont besoin que de 4 heures, d'autres 8 heures, d'autres plus. La moyenne humaine, c'est entre 7 et 8 heures. 7 et 8 heures. À partir d'un certain âge, on peut se contenter de 6h30 à 7 heures. Ça dépend des gens et aussi des âges. Voilà. Si on a 50-60 ans, souvent, après 6h30, on se réveille parce qu'on n'a plus envie de dormir. Ça dépend des gens. Puis ça dépend aussi de la fatigue qu'on a accumulée. On me dit justement, mais qu'en est-il des rêves récurrents? Pareil, c'est vrai qu'il y a des rêves Les rêves récurrents, ce sont des rêves dits de régiment, de préoccupation. Les gens qui ont souffert, par exemple, justement, à l'armée ou la guerre. Nous avons... Un traumatisme, quoi. Oui, quelque chose d'un peu traumatisant qu'on a vécu. Nous allons rêver pendant des années le même rêve ou la même situation. La même situation, rêve récurrent. Nous allons être marqués et chaque fois qu'on aura une difficulté fonctionnelle, par exemple, une fatigue particulière, une lenteur, en raison d'une digestion qui a été très difficile, la veille, enfin, il y a alors au réveil une lenteur fonctionnelle, une thyroïde qui est un peu basse. À ce moment-là, ça va faire que le réveil va être en conformité avec ces mémoires disons, ces mémoires qui reprennent les traumas précédents. On va rêver de façon chronique, si vous voulez, régulièrement, les mêmes rêves en raison du traumatisme précédent et de la mémoire qui a été produite par cette vie traumatisante. D'accord. Bon ben voilà la réponse qu'on me demandait. Alors on me dit,
Pouvez-vous, Jean Duchâteau, nous donner la marche à suivre pour avoir une bonne santé au niveau de nos hormones thyroïdiennes et du sommeil? Très bien. On va se questionner. Mais écoutez, c'est une réponse, c'est une question qui m'intéresse. De toute façon, que dire là-dessus? Eh bien, écoutez, voilà, la thyroïde, c'est la glande des passions, des plaisirs, de la vitalité, des émotions, de l'enthousiasme, des joies, de tout ce que vous voulez de vital. Mais nous devons suivre une voie, je l'enseigne si vous voulez, une voie qui est celle qui est le plus à même de nous amener à notre équilibre personnel. Car si on fait n'importe quoi, parce que voilà, j'ai une thyroïde extrêmement puissante, et moi il faut que je me prenne de la coca, ou il faut que je m'éclate, il faut que je me passe mes plaisirs. Attention, dans ce cas-là, il y a risque de vivre selon, c'est une question de tempérament, c'est une question de choix personnel aussi, nous risquons d'avoir une vie qui va se dépenser en énergie beaucoup plus fortement, qui va peut-être nous amener à une fatigue chronique. Peut-être même qu'on va commencer, après des années sans doute, à avoir un peu de dépression, un peu de déprime. Si vous voulez, quand on a une vie droite, on essaye de rester sur le chemin dont on sait par notre conscience du bien qu'il ne faut pas que je m'écarte trop facilement du chemin. C'est un peu philosophique toujours, mais c'est vraiment endocrino-psychologique tout de même. Donc nous devons vivre selon une norme qui m'assure de garder mon équilibre glandulaire. Voilà pourquoi je dis que l'âme spirituelle, donc la liberté, donc le libre arbitre, est ce qui va me permettre de garder mon équilibre glandulaire. Si au contraire je m'éclate, ma vie, mes choix, mes passions, ouais, c'est classique, c'est des schémas aussi, mais je ne peux pas parler autrement que comme ça pour l'instant, nous allons risquer de fatiguer notre thyroïde, glande de la vie. Okay. On la fatigue parce qu'on exagère, parce qu'on l'excite, parce qu'on ne dort pas assez, parce qu'on veut vivre à 100 à l'heure. Bien. À ce moment-là, nous sommes certains qu'à terme, selon les personnes, nous allons avoir des difficultés. Mettons, il y a des âges, mais mettons vers 40 ans, 50 ans, ça dépend des gens, même parfois à 25 ans. Nous allons avoir des difficultés. Ces difficultés, dépression, des maux chroniques, des maux organiques, digestion difficile, problème cardiaque, un peu d'arythmie, que sais-je, plein de choses. Ça vient d'où? Ah, il faut aller voir un spécialiste, il va vous guérir de ce problème. Mais non, je plaisante. Le spécialiste n'a rien à voir, c'est le problème de la spécialité. Nous sommes des êtres qui fonctionnons selon une synthèse personnelle, une synthèse glandulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'origine de notre santé ne peut résider que dans un équilibre glandulaire. Donc c'est pas parce que si je me déséquilibre, je vais avoir, selon des réceptivités personnelles, des problèmes de cœur, d'estomac, de foie, de pancréas, de digestion, d'élimination, d'intestin, de rate, ce que vous voulez, de vésicule. Pourquoi? Mais parce que cela dépend de l'équilibre glandulaire. Si celui-ci se déséquilibre, par la vie que nous menons, nous allons avoir des problèmes. Donc je dis, les glandes sont sous notre bonne garde, elles sont donc dépendantes de notre psyché, c'est la psyché, c'est-à-dire le libre arbitre, qui va permettre la pérennité de cet équilibre glandulaire. Alors comment répondre à cette question? Pour garder notre thyroïde en bon état, il faut que je me garde à droite, que je me garde à gauche, que je développe le sens moral. C'est quoi le sens moral? Que c'est que cette bête? C'est le sens moral, les mœurs. C'est quoi les mœurs? La manière de vivre. Si je vis n'importe comment, mes glandes vont souffrir. Si je vis conformément à une loi naturelle, qui est d'ailleurs la même que la loi divine, mes glandes vont rester en équilibre. Donc mes facultés vont rester opérationnelles. Si ce n'est pas le cas, mes facultés vont sombrer. Alors, avec plus ou moins de gravité. Si je prends un malade mental, un schizophrène ou un maniaco-dépressif, nous pouvons être certains que là, on a franchi un cap de gravité. Mais quelle est la vie de ces personnes? On n'a qu'à voir. Je le sais parce que j'ai une clientèle. Et qu'est-ce que je fais pour essayer de remonter la pente à ces personnes? C'est mon rôle, c'est une vocation. Je leur dis, votre vie n'est pas réglée, monsieur ou madame. Alors, on a des discussions qui peuvent parfois durer. Et qu'est-ce que je fais? J'explique le fonctionnement humain
Un. Deux, j'explique que la méthode que le docteur Gautier a mise au point avant la guerre, que j'ai reprise en 84, c'est par le biais d'un générateur électromagnétique. Cet électromagnétisme va régler les glandes. C'est très remarquable. Nous avons donc un réglage endocrinien. J'explique pourquoi et comment. C'est-à-dire que l'énergie déployée par ce générateur va permettre aux glandes de réagir contre cet intrus. C'est une sorte de stress, si vous voulez. Mais les glandes sont nos facteurs d'adaptation. Et on peut considérer que c'est un facteur externe qui va perturber quelque peu notre équilibre glandulaire. Donc les glandes vont réagir et dans cette réaction, nous allons avoir un équilibrage. Et cet équilibrage glandulaire est très remarquable. Il y a des résultats très remarquables. Il faut voir un peu les témoignages qu'on a. Et il y a donc deux facteurs. Quand quelqu'un vient me voir, l'explication de l'origine des mots. Ce qui personne n'explique de la manière dont je le fais. Et deuxièmement, la capacité que nous avons, nous, dans les centres que nous avons et les cabinets qu'on monte, de refaire l'équilibre perdu. Et nous disons, attention, ce n'est pas la machine qui équilibre quelqu'un, c'est la personne qui s'équilibre elle-même par la machine. La machine, c'est l'aide, mais on ne peut jamais remplacer le libre arbitre de quelqu'un. Par conséquent, on reste dans les normes de liberté, on ne peut pas agir sur la psyché parce qu'une machine va vous mettre d'aplomb. Non. D'accord, la machine, elle aide à remettre des pendules à l'heure. D'accord, voilà. Tout à fait. Mais après, c'est une volonté intérieure Absolument. Qui doit tout surpasser. Mais une volonté qui devient active et possible. Alors que, combien de fois on m'a dit, c'est incroyable, mais je me sens beaucoup plus volontaire. Maintenant, je comprends. Maintenant, je vais pouvoir me prendre en main, etc. C'est parce que la médecine ne veut pas, alors, puisqu'on est quand même aussi sur un plan philosophique, mais est-ce que la médecine, elle refuse d'admettre finalement quelque chose qui paraît assez élémentaire, mais le lien entre la psyché et le corps? Oh, bien sûr. C'est pas qu'elle refuse d'admettre, c'est qu'il y a... Oui. Vous avez fini peut-être? Oui. Votre question n'est pas finie. Non, c'était ça. C'est-à-dire, est-ce qu'elle refuse de l'admettre ou est-ce que c'est... Je sais pas, j'ai du mal à voir. Non, elle ne peut pas refuser de l'admettre. Je crois que c'est pas ça le problème. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas faire avancer la connaissance de l'homme. Mais ça, je ne peux pas le juger, j'en sais rien. Mais il y a une telle impéritie, il y a une telle méconnaissance du fonctionnement humain que si on n'a pas la clé qu'a donnée le docteur Jean Gautier, ce savant incroyable, nous allons continuer de rester, combien de temps je n'en sais rien, sur des présupposés, donc le fameux postulat dénoncé ici, que c'est le cerveau qui commande, et cette prémisse du raisonnement qui est erronée, le cerveau n'est pas le nec plus ultra de nos fonctionnements. Je le dis, je l'affirme et je le montre. Le cerveau n'est pas ce qu'on dit. Par conséquent, je dis, tant pis ici, on peut le dire, tant pis je me fais agonir d'injures. Les neurosciences sont vraiment une discipline qui ne devrait pas exister. Elle existe parce que ce présupposé est d'une prégnance quasi absolue. Mais ça voudrait dire quoi? Pour faire l'avocat du diable, un neurologue, il est complètement à côté de la plaque? Un neurologue est à côté de la plaque. C'est-à-dire quelqu'un qui pendant des années donc, a étudié tout ça, en fait, il se plante complètement. Il prodigue des soins qui ne servent à rien. Voilà. Je vais vous dire, pour expliciter un peu plus quand même. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites et je l'affirme. Pour qu'un neurologue puisse être opérant dans les soins qu'il est appelé à prodiguer à des malades, il faudrait qu'il connaisse que tous les éréthismes nerveux, tous les tremblements nerveux, tout ce qui est de l'ordre du spasme, de la tétanie, de la spasmophilie, bref, tout ce qui tourne autour du système nerveux, le Parkinson, les tremblements paroxystiques, bref, sont tous d'origine thyroïdienne. Alors, heureusement qu'on a le droit de s'exprimer, ici en France encore que pas longtemps, mais là, on pouvait brûler les gens en place publique, je crois que je ferais partie de cela. Si on pouvait tuer quelqu'un, non pas parce qu'il professe des choses que, au Moyen-Âge, étaient répréhensibles, mais j'ai conscience de dire quelque chose de complètement étonnant pour les gars. Mais je suis désolé, je n'ai pas peur de l'affirmer. J'ai rien à perdre de toute façon. Ouais, non, mais
Justement, parce que là, c'est quand même, j'ai envie de dire, un mythe qui s'effondre. Quoi. Mais complètement. Le mythe du cerveau roi. Mais c'est grâce à vous que je peux l'exprimer. Ouais. Je le dis trop confidentiellement, je le dis dans des formations, je le dis dans des conférences. Mais là, je le dis devant des gens qui écoutent. Ah bah là, ils sont des milliers. Je ne sais pas combien de personnes il y a, mais voilà. Donc, il faut que les travaux du docteur Jean Gauthier de Bordeaux, qui est né en 1891, qui est mort en 1968, que j'ai connu entre 61 et 68 d'ailleurs, il m'a soigné d'hyperthyroïdie terrible, etc. Donc moi, j'ai l'expérience d'un mal. Oui, il faut dire que voilà, vous-même, vous avez été soigné par ça. Absolument. Et lui-même, était hypothyroïdien. On en avait parlé dans la première émission, il s'est guéri lui-même. Donc on a deux histoires parallèles qui ont marqué nos existences d'affres douloureux, où l'amour-propre devait souffrir énormément, parce que quand on est à l'école complètement en difficulté, incapable de suivre une classe normalement, eh bien vous êtes dans une atroce difficulté, quoi, où l'amour-propre de l'enfant est tellement mis à l'épreuve, surtout quand on a une vivacité, qu'on a une sensibilité particulière. Bon, c'était un peu mon cas, et tout ça c'est du passé, mais je le dis parce que ce témoignage montre qu'on peut se sortir d'affaire par un rééquilibrage glandulaire. C'est pour ça que je le dis, parce que quel intérêt de parler de moi. C'est parce que les traitements qu'a mis au point le docteur Jean Gauthier, c'était mon cas, sont parvenus à faire un équilibre glandulaire qui m'ont permis de faire mes études, etc. On me dit, enfin, un neurologue est bien utile dans le cadre des urgences sur le billard. Non, l'anesthésiste. Voilà, non, il dit un neurologue. Neurologue, je ne vois pas pourquoi. Il faudrait qu'il explicite un peu. Ouais, 187. Ouais. Alors, non, les anesthésistes, mais quand on est sur le billard, quelle est la personne qui nous endort, qui nous contrôle? C'est l'anesthésiste. Oui. Bon, bah. Voilà, alors, je ne sais pas, il y a quelque chose. Bon, bah, 196. Alors, une question voilà, de Summertime. En plus, mon cher Summertime, c'est la vraie synchronicité, parce que c'est la question que je voulais vous poser. Et puis, bon, bah, il la pose pour moi, alors je vais dire la sienne. Mais alors, en dehors de votre machine, pouvons-nous agir au quotidien? Par exemple, l'alimentation joue-t-elle un rôle dans la stabilité glandulaire? Et si oui, pouvez-vous nous donner quelques conseils nutritifs? Alors, je dis bien sûr. Il faut se nourrir. Alors, juste en préalable, parce que moi j'ai appris donc, que pour la glande pinéale, il fallait donc consommer du laurier, du cumin, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Du gingembre, je crois. Enfin, il y avait quelques aliments. Toutes les découvertes qu'on a pu faire sont le fait de gens qui ont observé. Pourquoi pas? Très bien. Simplement, pour ce qui est de l'alimentation, je vais répondre à cette question. Évidemment, il faut se nourrir sainement. Parce que sinon, nous allons fatiguer nos endocrines. Elles sont très sensibles. Si nous assimilons par notre nourriture des aliments trop industriels, frelatés plus ou moins, bourrés de composants douteux, etc., nous allons abîmer nos organes, filtres, notre foie, notre intestin. Nous pouvons même nous cancériser. Donc, il est très très important d'avoir une alimentation saine. Maintenant, il y a des écoles qui préconisent telle chose, telle chose. Je ne rentre pas là-dedans. Je dis que le principe commun de cette question, l'alimentation, c'est bien se nourrir le plus bio possible, évidemment, le plus sainement possible, évidemment, pour soulager nos organes, pour les énergétiser, parce que tout ce qui est biologique est quelque chose qui est conforme à la nature, voilà, ça c'est des truismes, je suis d'accord, et tout ce qui est artificiel risque de nous abîmer. Alors, quand on est jeune, on supporte beaucoup de choses. Quand on est moins jeune, on est plus fragile. On a vieilli, on a moins de résistance, nos glandes vont vers une relative hypofonction. Je dis relative. Cela dépend de notre équilibre, cela dépend de notre glande génitale, volontaire notamment. Mais quand on vieillit, on s'affaiblit un peu, c'est normal, et il faut faire plus attention à l'alimentation, justement. Quand on est jeune, il faut faire aussi attention, mais on supporte beaucoup plus de choses, ce qui fait que certaines personnes pourraient penser que oh non, moi je supporte tout, ça va, je m'en moque vos conseils, parce qu'on a 25 ans ou 30 et on supporte tout. Attention. Alors, voilà, il y a un rapport, évidemment, avec la bonne alimentation. Alors, les conseils, donc, et je finis ma phrase, et évidemment les glandes. Le conseil, voilà, je crois que ce que j'ai dit est suffisant, c'est-à-dire qu'il faut bien se nourrir, il faut éviter de charger notre foie, il faut éviter toutes les charcuteries actuellement qui sont bourrées de nitrates, nitrites, tout ce que vous voulez.
Bon, c'est pas tellement ma partie. Les naturopathes, enfin ces gens-là sont beaucoup plus au fait des questions. Bon, je le dis aussi, et il faut se méfier des nourritures lourdes, parce que vous savez, tous les produits animaux, les viandes et tout ça, n'oubliez pas que c'est des produits, si elles ne sont pas bio, qui sont... C'est pour ça qu'il faut manger qu'une fois ou deux par semaine de la viande. Pour moi, je ne fais pas de conseils, mais en tout cas pour moi, je mange qu'une fois ou deux par semaine de la viande. Pourquoi? On mange de la viande d'animaux qui sont vaccinés, qui mangent, bon, on ne sait pas trop quoi souvent. Hein. Bon, mais la vaccination est embêtante pour ça. Et par conséquent, si on mange tous les jours de la viande, bon, je raconte une petite histoire. Je connais un paysan, un bon fermier, que je connais là-bas dans la province où j'habite. Enfin, je suis parisien, mais je suis une province. Et qui, un jour, je dis, alors, vous allez bien, ça va, ça se passe bien? Oh, dit-il, ah, j'ai plein de rhumatisme. Ah bon? Oh, j'ai mal partout. Il avait 50 ans ou 52, hein, assez jeune. Mais quelle est votre alimentation? Ben, vous mangez de la viande? Ah ben, parbleu, je mange de la viande. Combien de fois par semaine? Ben, tous les jours. Mais tous les jours. Et il me répond, mais tous les midis, tous les soirs. Et puis j'arrive à savoir qu'il mange de la viande, du pâté, des charcuteries, matin, midi et soir. Vous vous étonnez? Je lui dis, mais monsieur, la cause même de vos rhumatismes, de vos douleurs rhumatismales, c'est l'acide urique, c'est connu ça, j'invente rien. C'est vraiment le blocage de vos articulations par un excès d'acide urique qui donne de la douleur, qui déforme vos articulations. Il faut absolument que vous arrêtiez cette fréquence d'absorption de la viande. Je l'ai vu 6 mois, 1 an après. Est-ce que vous allez bien? Il a vu des médecins, mais des médecins un peu orientés vers des médecines un peu parallèles. Il m'a dit, oui, ça va un peu mieux, j'ai fait des efforts. Je crois qu'il mangeait plus qu'une fois par jour de la viande. C'est beaucoup trop. Mais enfin, il a fait un énorme effort, il avait été amélioré. Bon, c'est un exemple. Pour moi, la relation de cause à effet est absolument évidente. L'excès de viande conduit à des rhumatismes très prématurés. Et quand on est assez âgé, on peut avoir des rhumatismes, mais ces douleurs sont souvent, je n'irai pas plus loin, souvent dues à une alimentation qui n'est pas conforme. Bon, il y a d'autres facteurs probablement. D'aucuns invoquent peut-être les champs électromagnétiques comme celui qui prendrait par exemple, c'est une supposition, une souris radio, vous savez, une souris sans fil. À force, il peut avoir un rhumatisme qui s'installe. Et ça, c'est une hypothèse. Je connais des gens qui ont ça. J'ai supposé que ça pouvait être ça. Donc voilà, faire attention à l'alimentation parce que ça va déterminer la qualité de nos organes filtres et de notre état général et même de nos glandes. Voilà. Alors on va faire attention, ça va faire plaisir à Stéphane, lui mange pas de viande. Alors on va faire une petite pause si la régie elle est prête, et elle est prête, donc on fait une petite pause et on revient juste après. Voilà, donc de retour après ce petit intermède. Alors je tiens à préciser qu'il y a une pierre que vous voyez depuis tout à l'heure sur la table. C'est un cadeau de Émilie qu'on remercie, et c'est une labradorite qu'on appelle également la pierre des rêves, selon Patrick Buret-Sténas. Donc une pierre qui a pour objectif d'apaiser les tensions et on va dire, de ramener les bonnes vibrations. Voilà, c'est les pouvoirs de cette pierre. Alors il y a pas mal de questions. J'imagine. Voilà, alors je vais en sélectionner quelques-unes parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent des questions. Par exemple, alors j'ai vu une question tout à l'heure sur quelqu'un voilà, on me disait, pouvez-vous nous expliquer les causes de la paralysie du sommeil dont je suis moi-même victime? Alors qu'est-ce que c'est que cette paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil. Alors il faudrait que j'ai plus d'explications. Ouais, parce que je ne sais pas ce que c'est la paralysie du sommeil. Il existe beaucoup de choses. Il existe la narcolepsie, la cataplexie, la chute dans le sommeil immédiat. La paralysie du sommeil, je n'ai pas. Il faudrait que donne plus de précision. D'accord. C'est Jérémy qui nous dit ça. Et il y a aussi une autre question, alors ça c'est Radeus qui dit bonjour monsieur Duchazot, ma mère voit un neurologue pour ses migraines insoutenables. Est-ce d'une utilité nécessaire ou faut-il aller chercher au niveau endocrinien? Ouais. La réponse est dans la question. Dans la question. Après avoir vu la... Les neurologues ne peuvent rien faire là-dessus. Ouais. Que dalle. Pour parler poliment, on donne de l'ergotamine, on donne des médicaments, ils ne font qu'agir sur la thyroïde. Tout ce qui agit dans notre économie, même un verre d'eau, agit sur la thyroïde.
C'est incroyable, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est la porte d'entrée, et je vais répondre un peu plus à la question, c'est la porte d'entrée de tout ce qui sollicite notre adaptation, quelle que soit la chose, une température, du froid, du chaud, une émotion. On doit s'adapter, glande de l'adaptation. On doit s'adapter physiquement, on doit s'adapter émotionnellement, intellectuellement. La thyroïde est toujours au premier chef des adaptations. C'est la thyroïde qui est la glande de l'adaptation. Sans la thyroïde, on ne peut plus s'adapter, on devient une sorte de légume. C'est le cas des hypothyroïdiens congénitaux qui étaient amorphes, sans émotion, sans réaction. Donc, la thyroïde est vraiment la glande sans laquelle nous ne pouvons pas nous adapter au réel. Alors la question, excusez-moi, c'est sur tard, alors j'ai oublié la question. Oui, oui, pardon, ça y est, ça me revient. Sur les migraines. Les migraines. Alors les migraines. Donc le médicament anti-migraine, ça ne sert pas à grand-chose, ça peut calmer un peu, mais quelle est l'origine ? C'est tout simple. Qui peut répondre ? On n'est que deux pour l'instant, donc personne ne peut répondre. Si je posais dans mes cours, je pose des questions comme ça, qu'est-ce qui peut répondre à telle question ? Eh bien, évidemment, je réponds à cette question qui peut dire c'est l'origine du mal de tête, c'est encore la thyroïde. Mais comment ? La thyroïde peut engendrer, quand elle baisse de régime, par une monotonie simplement, ou bien une fatigue, ou bien après une émotion forte. Elle fait un pic et ensuite elle baisse de régime. On peut avoir un mal de tête soudain. Lorsque la thyroïde baisse de régime, elle crée des automatismes nerveux de compensation. On n'en a pas parlé, on ne va pas parler de tout. Donc la thyroïde et le système nerveux automatique forment une sorte d'équilibre. Et quand la thyroïde, mettons que la thyroïde soit sur ce plateau-là, elle baisse, ça fait un éréthisme nerveux. Si elle remonte, les éréthismes se calment. Ça fait comme ça, si vous voulez. D'accord. Et ça, c'est une découverte sensationnelle du docteur Jean Gauthier, ce qui répond aux questions qu'on posait à propos de la neurologie. La neurologie, si on ne considère pas la thyroïde, ne peut pas donner de satisfaction, ne peut pas donner des solutions, puisque l'éréthisme nerveux, donc l'excitation nerveuse, n'est qu'une conséquence d'un état de thyroïde abaissé. C'est pour ça que vous avez dans le sommeil paradoxal cette baisse thyroïdienne au bout d'une heure et demie qui déclenche le sommeil paradoxal. Le sommeil qui aboutit en phase 5 à ce sommeil paradoxal crée un éréthisme nerveux qui indique que le tracé est accéléré. Ce sont les automatismes, on appelle ça PGO, peu importe, ça fait savant, alors je le dis, pointe ponto-géniculo-occipital qui se déclenche à partir de l'occiput et qui crée ces automatismes nerveux. On ne sait pas d'où ça vient, on croit que c'est le rêve, j'ai dit que non. Ce sont des automatismes qui sont générés par la baisse thyroïdienne totale. D'accord. Donc le système nerveux, alors le mal de tête. Donc il y a, quand on est fatigué tout d'un coup, on est fatigué ou on a une monotonie, et il peut y avoir un éréthisme nerveux qui vient faire une tension et qui peut donner le mal de tête. Le problème, c'est que tous ceux qui ont ces chutes d'humeur ou chutes de vitalité, eh bien, n'ont pas forcément des maux de tête. Par conséquent, attention, les mêmes causes n'engendrent pas les mêmes effets, les mêmes effets. Le principe de causalité est toujours mis à mal dans ce qui est être humain. Je le dis parce que j'aime beaucoup ce qui est méthodologie. Attention à ne pas dire ce genre de bêtises. « Oh, c'est pas vrai, regardez, moi je suis dans le cas où vous dites, je suis fatigué souvent, j'ai pas mal à la tête. » Mais bien sûr, parce qu'on est tous différents. Mais la cause est toujours la même cependant, même si on échappe à cette causalité. Ceux qui sont atteints de cette chose, la causalité est bien ce que je dis. C'est ainsi qu'un jour, j'avais un fils qui avait 8 ou 9 ans à l'époque, je ne sais plus, un autre que celui dont j'ai parlé pour le sommeil. Et lui, il était sujet au maux de tête, il est assez thyroïdien, assez nerveux, assez vif. Et je lui dis, t'as encore mal à la tête ? Bon, écoute, va dans le placard prendre une cuillère à soupe de miel. Alors l'enfant, le miel, il aime le miel, quoi. Il se prend la cuillère de miel, et dans les 3 minutes après, 5 minutes après avoir absorbé ce miel, est-ce que tu as encore mal à la tête ? Il me dit, non, j'ai plus mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement la chose suivante. C'est pas le miel, hein. C'est l'excitation des papilles gustatives. N'oubliez pas que la thyroïde est la glande de la sensibilité. Elle agit sur tous les azimuts. Quand on excite
les papilles gustatives, par le sucre, par la gourmandise, vous augmentez le tonus thyroïdien automatiquement. La salivation, c'est ça. La salivation, c'est bon, j'ai envie de manger quelque chose. Vous augmentez votre sensibilité thyroïdienne. Le mal de tête disparaît. Donc la remontée de la thyroïde a fait disparaître le mal de tête. Qui dit ça? Personne. Alors, objection, c'est que des gens qui ont des situations comme la monotonie, par exemple, ou l'hypoglycémie de fin de matinée, etc., ils peuvent avoir mal à la tête. Ceux-là, dans certains cas, s'enregistrent en mémoire. Tout s'enregistre en mémoire.